Christian Dufour, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. On te reçoit pour ton livre Plus que jamais la liberté, qui est un recueil de textes inédits que tu as fait, mais aussi une sélection de chroniques dans le Journal de Montréal, la presse aussi. Tu traites de beaucoup de choses dans ce livre-là. On va y venir éventuellement. Mais première question que j'ai envie de te poser, qui n'a aucun rapport avec le livre, ou presque. T'en as reparlé tantôt, d'ailleurs. T'es un gars de Chicoutimi. Moi, je suis un gars du Lac-Saint-Jean. Ouais. Saguenay, Lac-Saint-Jean. Il y a énormément de gens dans les médias qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Oui, c'est vrai. Y a-tu quelque chose là-bas? Pourquoi les gens qui viennent de là-bas ont autant de choses à dire? C'est vraiment un dénominateur. J'ai Denis Lévesque, Doc Mayou. Il y en a eu plein, là. Plein de gens. On est très surreprésentés dans les médias. Merci de l'invitation. Tout d'abord, moi, j'ai toujours pensé que c'est sûrement pas la seule raison, puis c'est pas documenté, mais à Chicoutimi, moi, d'où je viens, on avait un côté très Kid Kodak, en fait. Très. Non, mais c'est vrai. Chicoutimi, quand on était jeune, on avait l'impression que c'était une mégalopole, c'était une grande ville. Bon, je sais, les familles étaient en compétition les unes les autres. C'était bourgeois, c'était de réussir, c'était l'image. Mm-hmm. C'est très lié à ça. Moi, j'ai deux côtés. Ma mère vient de Kenogami. Kenogami, c'était plus. Elle disait, c'est pas croyable que j'ai mis au monde des snobs de Chicoutimi. Parce qu'il y avait, il y avait une grosse compétition entre, Kenogami-Jonquière puis Chicoutimi. Puis du côté de ma mère, à Kenogami, c'était plus intellectuel. Écoute, mon grand-père lisait Sartre, c'était quelque chose. Il y avait vraiment Alors qu'à Chicoutimi, mon père, il lisait les journaux. Il lisait beaucoup de journaux, mais eux autres, c'était plus de réussir dans le commerce, de faire de l'argent, de réussir. Puis je pense que ça joue, ça. C'est vrai. Ça a l'air superficiel, mais ça joue, ça. Non, mais c'est un bon point. C'est très compétitif là-bas. Je me souviens, moi, quand j'y étais, on disait toujours... moi, je suis né à Dolbeau-Mistassini. J'ai été élevé à Saint-Félicien. On disait toujours, de manière un peu vulgaire, ces autres, c'est les fraîchiers de Roberval. C'est 20 minutes à côté, là. C'est le même monde, le même peuple, la même racine. Mais c'était très... La compétition entre les villes et les villages était très, très féroce. Et un autre élément, je pense, que peut-être joué, c'est que, historiquement, tu avais les Canadiens français qui étaient sur la vallée du Saint-Laurent. Puis quand c'est devenu trop peuplé, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, les Franco-Américains. Ouais. Puis le clergé, à l'époque, leur disait, allez pas vous faire assimiler aux États-Unis, allez au Lac-Saint-Jean. Ça a été quelque part comme un ouest, entre guillemets. Tu sais, là. Donc, les gens qui sont allés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, surtout qu'à l'époque, là, c'était très, très séparé du reste du Québec. Mentalité frontier un peu. Ouais, à côté frontière un peu, t'as raison. Je pense que ça joue. Parce que là, ça a changé. Mais quand on était jeune, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, c'était vraiment très éloigné. Et je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, quand j'étais jeune, c'est sûr que je trouve que le Québec devenait devenir indépendant parce qu'on avait été conquis par les Anglais, puis bon, c'était pas normal. Puis quand j'ai connu tout le Québec, sans vouloir être méprisant pour les autres Québécois, mais j'ai réalisé que dans les autres régions du Québec, il y en avait qui étaient plus soumis, en fait. Et que c'était pas comme un grand Saguenay, en fait. Là, il y avait un esprit rebelle au Saguenay. Ouais, je pense que ça joue. Parce que c'est vrai que c'est très juste ça, que dans les médias, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont surreprésentés. On a pris le contrôle. C'est correct. Bon, il y en a un peu du bas du fleuve, il y a un peu de la région de Québec. Là-dessus, je vous le conseille. Écoute, tu lances ton livre, tu es à la fin de ta tournée tranquillement promotionnelle. Grosse tournée promotionnelle, d'ailleurs. Tu me parlais, je pense, à peu près 25-30 entrevues dans ce coin-là. Le livre semble bien aller. On le voit vraiment bien quand on rentre au Renaud-Bré. Peut-être rappeler le titre, « Le plus que jamais la liberté ». Écoute, c'est ce livre-là. Comment tu te sens de l'avoir publié à la base? Là? Ben écoute, je suis très content parce que sans entrer trop dans les détails personnels, j'ai eu un grave problème de santé il y a 1 an où j'ai failli mourir. En fait, j'ai été 1 semaine de soins intensifs. Donc, le fait que ce livre-là existe, parce qu'un livre, ça dure, c'est un miracle comme tel. Cela dit, je ne m'attendais pas à un tel succès. Je trouvais ça un peu étourdissant. Le mauvais côté, c'est que c'est de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une drogue, je vous l'annonce. Donc, quand on prend trop de drogue, après ça, il y a un sevrage, il y a une espèce de fatigue. Donc, je suis un petit peu là-dedans. Mais c'est un beau problème. Je trouve très, très, très chanceux. Puis, je découvre aussi des choses que je connaissais pas beaucoup, comme ce que je fais avec vous autres actuellement. Les podcasts. Les podcasts. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on a le luxe du temps. Oui, le luxe du temps, ce que tu n'as pas toujours sur les autres tribunes où tu peux t'exprimer. Écoute, le livre, pour vrai, une des choses qui m'a surpris le plus dans le livre, puis tu le dis même dans l'introduction de ton propos, tu dis,
Pour vrai, un livre d'habituellement de chronique, je trouve ça plate à mourir. Je voulais pas faire ça. C'est vrai, ça. Puis, mais pour vrai, tu as réussi quelque chose. Moi non plus, j'aime pas ça, lire ça habituellement. Mais moi, je pense qu'on reconnaît la profondeur d'un propos, on la reconnaît quand ça passe le test du temps. T'sais, des fois, on lit des choses, on entend des choses, tu te dis, bon, ça a un peu vieilli. 5 ans, 6 ans plus tard, ça n'a plus aucun sens. Mais ton livre, tu prends plein de chroniques que tu as faites 2011, 2012, 2013, 2014. Des fois, c'est plus de 10 ans dans le passé. Et on dirait que tu parles d'aujourd'hui. Entre autres, tu as un texte où tu parles du fameux débat qu'il y avait à l'époque sur le point 08 qu'on a re-eu il y a quelques semaines. Ça m'a fasciné, mais je me disais, on est encore dans le même... Il y a quelques semaines, le Parti libéral a déposé quelque chose là-dessus, et je lisais ton texte, on dirait que tu venais de l'écrire. C'était sur le même propos, avec les mêmes arguments. Oui, mais si on peut sauver une vie, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire? Puis c'est la même chose. Est-ce que ça t'a toi-même fasciné? Je suis content que tu me dises ça, parce que dans un premier temps, je voulais tellement pas faire un livre de chronique que j'attachais beaucoup plus d'importance au texte inédit, parce que le concept, c'était de joindre les deux mondes et demi, entre guillemets, la presse et le Journal de Montréal. C'est deux univers différents où j'ai eu la chance d'évoluer. Puis j'ai regroupé ça en système, puis là, c'était des textes inédits. Et je t'avouerai qu'à la fin, si j'avais pu ne pas avoir de chronique, j'aurais été quasiment content. Puis c'était les textes inédits, je les chroniques, c'était vieux. Mais là, je les ai redécouvertes, les chroniques. Puis il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, non, les chroniques, c'est intéressant, comme tu me dis actuellement. Donc, je suis content parce que je réalise que... En relisant les chroniques, je réalise que j'étais trop dur avec tes chroniques parce qu'il y en a. Prends dans le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, ça fait 10 ans. Puis il y en a dont je suis assez fier parce que c'était comme un petit peu plus populaire. Mais comme je te dis, c'est bizarre. C'est que moi, dans le processus de rédaction du livre, à un moment donné, les chroniques, c'était comme un embarras. Je me disais, là, je suis pogné avec tes chroniques. Mais c'était une grosse erreur. Parce que. Puis même, j'avais demandé à des gens comme Nathalie Normando, qui est au 98.5, avec lequel j'ai une chronique à Montréal. Puis je lui avais dit, écoute, tu peux lire juste les textes inédits parce que la façon dont le livre est fait, quelqu'un peut lire juste les textes inédits. Il y a comme des... Puis non, elle dit, j'ai réalisé que j'étais tout mêlé. Elle dit, je l'ai tout lu du début jusqu'à la fin, puis elle dit, c'est mieux comme ça. Puis je pense que tu as raison. Donc, merci de me le dire. Mettons qu'on parle à un jeune de 25 ans qui veut performer dans les médias. Le prochain Christian Dufault, autrement dit. Comment est-ce qu'on fait? J'ai ma petite idée personnelle parce que moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses que j'ai dit dans le passé qui passent un peu le test du temps. Je connais pas beaucoup de monde qui ont cette capacité-là. Quand Frank t'a fait ce commentaire-là, la liste est courte des gens qu'on peut faire passer le test du temps à leur texte. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui veut performer dans les médias, qui aurait 25 ans à peu près? Comment il ferait pour être le prochain Christian Dufault que ses chroniques passeraient le test du temps? C'est très juste ce que tu dis là, mais un peu exagéré. Parce qu'écoute, c'est tellement un monde en mutation. Le média, c'est que... moi, j'ai toujours trouvé que pour répondre à ta question de façon très, très générale, pour réussir, il faut trois choses, je trouve. Il faut avoir du talent. Il faut quand même avoir un certain talent. Il faut que tu travailles. Puis le détail. Moi, ce que j'ai découvert à mon âge canonique, c'est le souci du détail. C'est ce qui fait souvent la différence entre l'échec et le succès. Puis ça fait pas longtemps que je réalise ça. Il faut aussi être chanceux un peu aussi. C'est ça d'ailleurs que quand tu réussis, il faut que tu gardes une certaine humilité. Puis ça veut dire que tu as été chanceux. C'est un bout de te prendre pour un autre. Mais pour répondre plus directement à ta question, essayer de répondre à ta question, c'est qu'il y a tellement de changements qui sont en partie tristes. Le démantèlement de TVA, entre autres, à Montréal, moi, ça me prend le cœur quelque part. J'étais tellement habitué d'aller à leur édifice sur de Maisonneuve, qui était une institution. J'ai fait l'autre jour quelque chose avec Pierre-Olivier Zappa, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est le lecteur de nouvelles à TVA. Puis ça me frappait à quel point l'atmosphère avait changé. Mais le bon côté, c'est que tout est tellement en mutation. Puis vous autres, vous l'incarnez avec vos panels à Québec. C'est très, très dynamique. Moi, j'ai découvert à quel point le monde des médias est très, très dynamique. Donc, quelqu'un qui est jeune, qui est dynamique, il ne peut pas s'installer dans quelque chose de définitif parce que ce ne sera pas la même chose dans 5 ans, dans 10 ans. Si tu es un peu dynamique, un peu créateur, ça bouge, mais je ne peux pas aller plus loin que ça parce que mon âge est là. Moi, j'ai fait ma carrière dans un univers très différent. Mais le travail, c'est niaiseux à dire. Il faut que tu travailles. Ce que j'aurais ajouté à toi, c'est une certaine grille d'analyse, je pense. Quelque chose qui passe l'épreuve du temps. Mais ça m'amène à une autre question, puis t'en parles un peu. Québec-Montréal, la guerre Québec-Montréal, on l'observe dans le passé pendant très longtemps dans le monde médiatique. Dans le monde des influenceurs, dans le monde des podcasters, dans le monde sur le web, cette guerre-là, on la sent pas. Puis c'est quelque chose qu'on dirait qu'on est en train de mettre derrière nous
pour ce milieu-là qui travaille, qui va avoir justement l'émergence des nouveaux médias sur le web, tout ça. Évidemment, la technologie permet ça. Ouais. On n'est plus obligé d'avoir des studios centralisés. Est-ce que si le Québec réussit à mettre derrière lui cette guerre-là, Québec-Montréal, dans le monde médiatique, c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon toi? C'est-à-dire que c'est une bonne chose dans la mesure où, à un moment donné, c'est devenu exagéré, la guerre. Et puis, il y a une espèce de diabolisation des médias populaires de la région de Québec qui est indigne, qui est honteuse, puis qui est stupide, en fait. Parce T'en que parles beaucoup dans le livre. Non, c'est parce que je trouve que on a besoin de ça. C'est une culture médiatique qui est plus masculine, qui est plus axée sur la liberté, qui est plus de droite. Je pense qu'on a besoin de ça. Moi, j'ai toujours trouvé qu'une des chances du Québec, c'est qu'il n'y avait pas juste Montréal. C'est que moi, j'ai assez vécu à Québec. J'ai vécu 25 ans à Québec. Puis une ville que j'adore. Puis je ne dis pas ça parce que je suis avec vous autres. Là. Moi, j'aime mieux Québec que Montréal. Puis je suis parti à reculons. Mais Québec, c'est pas un petit Montréal. C'est autre chose. Les restaurants ne sont pas pareils. Les conversations ne sont pas les mêmes. Toute la dynamique haute-ville, basse-ville, c'est un reste du passé parce que je suis à la Radio X au début de ma campagne de promotion, puis ils sont en Haute-Ville. Mais il reste qu'au niveau culturel, ça représente encore quelque chose. C'est que Québec, c'est une ville institutionnelle, militaire. Il y a comme un côté noble à Québec. En même temps, tu as un côté populaire dans la base. C'est une richesse, c'est une interaction. À Montréal, c'est plus le côté anglais et français. Donc, je trouve qu'on ait ces deux pôles-là au Québec, c'est une grosse chance, sans parler des autres régions, parce que moi, je trouve trouvé que le Québec avait une richesse des régions qui est fascinante. À quel point les régions, la Beauce, ça n'a rien à voir avec le Saguenay, ça n'a rien à voir avec le bas du fleuve. Sauf que je trouve que c'est devenu trop élevé, la guerre entre Montréal et Québec. Et la diabolisation des médias populaires québécois. Quand on parle de radio poubelle à Québec, moi, ça m'insulte tellement quand ils disent ça. Je me dis, hey, pour qui est-ce qu'ils se prennent pour parler de ça? Tu parles même du langage aussi. Hein, l'idée qu'on ridiculisait des mots comme liberté en disant liberté ou les kémions. Ou, là, tu as une expression dans le livre, tu dis, ce sont des gens qui sont supposément progressistes, mais rient ouvertement de comment s'expriment des gens des classes ordinaires, finalement. Donc ça, je trouve ça honteux. Et je dirais que pour les médias de Québec, la déterritorialisation, quel mot dire? mais quand même, l'avantage, peut-être, de votre problème, c'est l'étiquette. C'est que, tu sais, les gens jugent sur des apparences. C'est dur de se défaire d'une étiquette. Je parlais à Denis Lévesque, qui a un podcast que j'ai fait avec lui. Puis Denis Lévesque, les dernières années, c'était quand même très différent du Denis Lévesque du début. Mais pour beaucoup de gens, Denis Lévesque, c'était quelqu'un qui interviewait des extraterrestres. Je sais pas si alors, c'était très injuste en définitive. C'est dur de se défaire d'une étiquette, autrement dit. Mais j'espère. Puis moi, à la mesure de mes faibles moyens, moi, en tout cas, j'ai essayé d'aider à ça. Parce que je trouve que c'est stupide, de toute façon. Non seulement c'est honteux, mais c'est stupide. Quelque chose que j'ai remarqué dans le livre, c'est peut-être un filon, c'est que, qu'on soit d'accord ou pas avec les propos qui sont avancés, j'ai l'impression que t'es pas quelqu'un qui va embarquer dans l'air du temps sur tous les sujets, comme on le voit malheureusement très souvent. Ben, tu sais, ce que tu dis, par exemple, un des trucs assez fascinants, c'est les textes qui datent de plus de 10 ans où tu parles de la Russie, où tu expliques de la réalité ukrainienne. Je suis assez fier de ça, je t'avoue. Non, mais pour vrai, ce sont des textes qui, à part les noms qui sont invoqués des fois, qu'on pourrait changer, on pourrait remplacer, je sais pas, Harper par Trudeau ou autre, ce sont des textes qui n'ont absolument pas vieilli. Tu sais, tu écris, page 155 du livre, oubliant que la Russie se voit comme un empire depuis des siècles, depuis Ivan le Terrible au moins, on s'est sottement convaincu que le pays était résigné à n'être désormais qu'une puissance de second ordre, une société en processus de désindustrialisation et à la démographie catastrophique qui se maintenait essentiellement par ses ressources naturelles. Et là, tu parles de l'arrivée de Poutine après, mais pour vrai, on pourrait réécrire ça aujourd'hui, mais à l'époque, quand t'écrivais ces chroniques-là, bon, il y avait le contexte de la Crimée, puis tout ça, mais je veux dire, même dans le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on avait peine dans les médias à avoir des explications un peu cohérentes. C'était tellement loin à l'époque. Puis on était très dans le binaire. Bon, lui, il est pas fin, lui, il est fin, lui, il est gentil, lui, il l'est pas. Puisqu'on même ce que vivait Jean-François Caron, qui est un de nos collaborateurs, simplement expliquer pourquoi l'OTAN agit ainsi, pourquoi l'Ukraine agit ainsi, pourquoi la Russie a décidé d'envahir la Russie. Tout de suite, l'étiquette sortait pro-russe.
Ouais, T'es là, tu c'est dis, ça. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est plus capable de parler, énoncer des faits aujourd'hui, c'est rendu prendre position. C'est quand même assez spécial. On dirait qu'il y a un narratif à suivre et on ne doit pas sortir du narratif. Oui, parce que les étiquettes, ça dispense, en fait, de s'interroger sur ce dont les gens sont porteurs. Moi, je sais, la première émission que j'ai faite dans le cadre de la promotion de mon livre, ça a été à Radio-Canada avec Marie-Louise Arsenault. Le samedi après-midi, là, tout peut arriver. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Ça s'est très bien passé. non, mais ce qui m'a frappé quand même, je trouvais que c'est une rencontre ratée. Ça me déçut. Je trouvais ça dur à faire, pour être franc, sur le coup. Mais je réalise à un moment donné que Marie-Louise Arsenault, ce qu'elle voulait, c'est me faire avouer que j'étais de droite. C'était ça son but. Okay. C'était son but. C'est comme si, à un moment donné... bon, moi, c'est comme une tare congénitale. Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, tu ne discutes plus. Tu comprends? Ouais, c'est réglé. C'est réglé. Alors, moi, je n'ai pas été chanceux parce que moi, ça ne correspond pas à grand-chose, la droite puis la gauche. Moi, c'est plutôt conservatiste versus progressiste. Ça me touche quelque part. Parce que moi, j'ai des conseillers conservateurs que j'assume. Puis dans le livre, je le dis à plusieurs reprises. Toute société qui est saine, il me semble qu'il faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Ouais. L'analogie, j'ai dit ça 25 fois, là, mais je vais le dire 26 fois, que j'utilise, c'est avec l'auto. Tu sais, la pédale à gaz, la pédale à essence, c'est le progressiste, il faut avancer. Mais qui voudrait conduire une auto qui n'a pas de frein? Personne. Le frein, c'est le progressiste, un progressiste de bonne loi. Et pas le progressiste, excusez-moi, le conservatiste de bonne loi. Et moi, j'ai un côté conservateur. Dans ma tête, je suis un conservateur britannique, des fois. Tu sais, j'ai défendu le mode de scrutin parce que je suis attaché à ce genre d'institution. Il faut les deux. Moi, je trouve qu'il faut les deux. Mais aujourd'hui, on dirait que on étiquette les gens, on dit d'extrême droite. Fait que là, tu discutes plus, tu penses plus. Enfin, les Français sont des experts là-dedans. Hein, je veux dire, tu vis. En tout cas, oui, je vous laisse parler. Non, mais pour vrai, la transition avec le mode de scrutin, je la trouve intéressante parce que ça fait aussi partie de ce que je te disais avant, que tu refuses d'embarquer dans l'ère du temps. À un moment donné, il est convenu de dire qu'il faut s'en aller vers ça. Bon, pendant la pandémie, c'était une chose. Dans le cas de la Russie, de l'Ukraine, c'est autre chose. Mais il y a toujours comme des espèces de modes comme ça. Et là, la dernière, ça fait plusieurs années, puis tu as des articles qui datent de... Mais tu reviens plusieurs fois sur ça dans ton livre. C'est le fameux débat sur la réforme du mode de scrutin, la proportionnelle. On a gagné. À un moment donné, c'était devenu... si tu n'embrasses pas cette idée-là qu'il faut une proportionnelle, tu es presque un crétin, en fait. Puis toi, ce que tu dis, c'est attendez, là, notre mode de scrutin, il est fait comme ça. Il y a des raisons historiques à ça. Il y a des avantages à ça. Il n'y a pas que des inconvénients. Mais c'est toujours un peu un débat de mauvais perdant aussi, mauvais gagnant. Et quand le système électoral m'avantage, je veux le préserver. Quand il me désavantage, je veux le changer. C'est des débats qu'on a entendus dans les dernières années. Mais tu le dis un peu dans le livre, tu as l'impression des fois de faire cavalier seul là-dessus. Hein? Ouais, genre de consensus à dire qu'il faut le changer. Mais moi, j'ai cette aptitude-là. Je me demande de faire cavalier seul parfois. Ça vient peut-être de mon passé, là, quand je m'étais découvert homosexuel, là, tapette, là, comme il disait à l'époque. Puis moi, je suis vieux, je sens des 14 ans. Ça fait qu'à l'époque, non seulement c'était un tabou total, mais on n'en parlait pas du tout. Donc, ça me fait rien d'être marginal. J'ai comme intégré ça quelque part. Le dossier de la réforme du mode de scrutin, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on a gagné. Et moi, je suis quand même un gagnant, quelque part, donc j'en suis assez fier. Plus sérieusement, c'est une démonstration que le Québec n'est pas une société entièrement fermée. Parce qu'il y avait un consensus très large sur le mode de scrutin. Et pourtant, ils n'ont pas été capables de le changer. Parce que ce qui protégeait, entre autres, la réforme, le mode de scrutin, c'était la force d'inertie. C'est dur de changer ces affaires-là. Ouais. Et actuellement, je trouve qu'on a une démonstration éclatante, puisque tu m'amènes sur ce terrain-là, la force de notre mode de scrutin, qui est très imparfait, j'en conviens. Bon, oublions Israël, parce que, tu sais, l'extrémiste des Netanyahou et compagnie à Israël, c'est lié au mode de scrutin. Mais on peut dire qu'à Israël, c'est plus radical, comme mode de scrutin. Mais notre mode de scrutin, ce qu'il fait deux choses qui sont fondamentales. Il permet l'élection de gouvernements forts, parce que le système accentue la majorité du parti vainqueur. Tout à fait. Fait que celui qui l'emporte, il a les moyens de gouverner. Mais il permet l'élection de gouvernements congédiables. Quand les gens sont tannés, tôt ou tard, ils sont tannés, tu peux changer. Le gouvernement Legault est en train de le vivre de façon très douloureuse. Il y a juste 6 mois, 1 an, la plupart des gens pensaient que les caquistes étaient là pour 30 ans. Ouais. Que les autres partis, c'était des petits partis qui chiolaient. Bon. Notre système fait en sorte qu'à un moment donné, quand les gens sont lassés, parce que les gens souvent votent négativement, ils essaient d'identifier le parti qui représente l'alternance. Là, ils ont l'air d'avoir trouvé que c'est le PQ. Indépendamment de ce qu'on pense du PQ ou pas, là, ça pourrait bien arriver que le prochain gouvernement
soit péquistes, puis les caquistes le sentent. Puis moi, quand je regarde le monde actuellement, un des gros problèmes, là, c'est qu'il y a un tas de régimes vermoulus, autoritaires, tyranniques, tortionnaires, dont les peuples ne sont pas capables de se débarrasser. Exact. Qu'on parle de l'Iran, qu'on parle de Cuba, du Venezuela, il y a un tas... Ben, je trouve que moi, un mode de scrutin qui est pas... Puis en plus, je ne parle même pas du fait que ça favorise la majorité francophone. On n'est pas indépendant. On n'est pas reconnu comme société distincte, mais on a un mode de scrutin qui, de facto, favorise la majorité francophone. Mais un mode de scrutin, là, je suis dans mon plaidoyer, un mode de scrutin qui permet l'élection, dans un premier temps, de gouvernement fort, et dans le deuxième temps, on peut s'en débarrasser. Moi, l'essentiel est là. Alors que la proportionnelle, ça permet de l'élection de gouvernement faible, puis on est près que la même classe politique qui s'auto-opte, qui s'auto-choisit. Oui, parce que en ce moment, les sondages montrent, par exemple, quand on va sur Québec 125, on pourrait voir que la CAQ, même s'il faisait 25 %, pourrait se ramasser avec 5-6 députés, 10 députés. Et toi, ce que tu dis, c'est que dans un système proportionnel, on serait pris avec des cinquantaines de députés de partis qu'on veut plus voir juste parce qu'ils font 20-25 % En Italie, après la Deuxième Guerre mondiale, tu avais le Parti de la démocratie chrétienne qui se maintenait au pouvoir pendant 35 ans parce qu'après chaque élection, ils faisaient des alliances ad hoc avec des petits partis. Mais cela dit, je pense pas que c'est plus un dossier qui est à l'ordre du jour comme tel. Mais je dois dire une chose, c'est que moi, je suis très content de ça parce que je fais pas de politique, mais là, je peux dire que j'ai fait de politique dans ce dossier-là parce que j'ai été un de ceux qui a vraiment été au combat pour ça. Mais comment tu as trouvé ça, la réaction du premier ministre quand il parlait de ça? J'ai trouvé ça un peu insultant. Moi, en gros, c'était les gens intelligents sont pour la réforme. Et, tu sais, nous, ça, c'est pour les... Comment il avait dit ça? C'est un truc d'intellectuel. Fait qu'autrement dit, les gens pas brillants, eux, sont pour le statu quo. Les gens brillants sont pour la réforme. Moi, je voyais ça un peu différemment. Là. Moi, pour être franc, François Legault, je l'avais rencontré là-dessus. J'ai parlé très franchement là-dessus. C'est ce que j'en parle. pour moi, l'important... c'est pourquoi je suis reconnaissant, c'est qu'il a changé d'idée puis qu'il n'a fait pas la réforme du mode de scrutin. Ça me suffit. Peu importe la raison, qu'il l'ait fait à des fins électoralistes. Je pense qu'il s'était trompé, c'était une erreur. Il a rectifié le tir. Moi, j'étais très content de ça. Pour le reste, il me faut un peu du reste pour être fort. Écoute, j'ai le goût de te faire parler complètement hors sujet. Tu as de l'expérience en politique depuis longtemps. Tu es un commentateur depuis très longtemps. Comme je suis un gérant d'estrade. Il y a là-dessus. Commentateur. Mais je veux dire, tu as eu à analyser au fil du temps une gamme complète de politiciens de très près. Est-ce que c'est un mythe de dire que les politiciens d'aujourd'hui sont plus faibles que dans le temps? Est-ce qu'on a une nostalgie du passé ou est-ce qu'on avait vraiment des hommes plus grands que nature à l'époque, des années 70-80, où aujourd'hui, la politique, avouons-le, ça fait un peu petit con en 2024. Ouais, c'est une grosse question. C'est clair que spontanément, j'aurais tendance à te répondre oui. Des géants en politique, est-ce qu'ils survivraient longtemps? Prends quelqu'un comme Churchill, il prenait un coup de Churchill. Ben oui. Il y avait des gros moments de dépression. Roosevelt, c'est un handicapé. Aujourd'hui, je dirais que la rectitude politique s'affirme tellement, entre autres dans le domaine politique, qu'on veut des petits saints. Puis aussi un mélange entre la politique et la morale. Hein. De plus en plus, c'est très dangereux d'ailleurs, mélanger les deux. Donc, les gens qui sont vraiment hors du commun, qui ont des personnalités un peu hors normes, sont peut-être moins intéressés à aller en politique. C'est peut-être ça la réponse. Donc, j'ai tendance à dire oui. On voit plus de... Mais aussi, on pourrait aussi étendre ça, puis ça, c'est un peu déprimant ce que je veux dire là, à l'ensemble des individus. C'est qu'aujourd'hui, on veut tellement avoir des petits saints, hein? Puis des gens qui se conforment, conformistes, tout ça. Ouais. Avant, on parlait hors micro avant que ça commence du Dr Mailloux. Hein, Doc Mailloux, là. Va-tu en avoir d'autres, Doc Mailloux? Pas sûr. Hein? C'est pas demain. Parce que c'était des gens, même Denise Bombardier comme femme, là, qui ont donné. Bon, c'est qu'il y en a de moins en moins, malheureusement, je crois. Mais c'est peut-être une phase, là, puis c'est peut-être un peu trop pessimiste. J'espère que je me trompe. Peut-être que c'est parce ça revient au titre de ton livre, Plus jamais la liberté. La liberté, est-ce que c'est une valeur qui est encore aussi fondamentale en ce moment? Dans ton livre, moi, je partage tes doutes et tes inquiétudes sur le chemin que ça prend. Est-ce que... Bon, on sait qu'on est une société vieillissante qui, probablement, comme toutes les sociétés vieillissantes, préfère la sécurité à la liberté. Tu sais, je veux pas je sais que tu en as parlé beaucoup. Je veux pas nécessairement qu'on revienne
sans fin sur la pandémie, mais pour toi, je pense que ça a été un révélateur. Tu dis même au début du livre que tu as vécu un passage à vide. Un désamour, en fait. Oui, un genre de désamour. Tu dis qu'à un moment donné, tu étais au Maroc, puis tu disais, ça, je l'ai dit 28 fois. Disons, on est plus libre au Maroc, comment ça, tu sais. Puis tu parles aussi de ton enfance. Tu dis, moi, ce que j'aimais du Québec, c'est qu'on était une des places les plus libres, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Puis on dirait que cet amour-là de la liberté, qui a culminé par le mépris même du mot. C'est vrai que la pandémie, ça a été un révélateur pour notre société comme pour les autres sociétés aussi. Puis le Québec a montré un côté que moi, je ne connaissais pas. Un côté qui n'était pas vraiment beau, c'est-à-dire une société qui valorisait exagérément la sécurité au détriment de la liberté. Dans un premier temps, je trouvais ça très normal qu'il y ait un ralliement autour de François Legault parce qu'il y avait une crainte, puis on ne savait pas vraiment ce à quoi on était confronté. Mais ça a duré trop longtemps, puis ça a dérapé vraiment beaucoup pour la peine. Puis il y a eu un mépris qui a été exprimé pour quiconque critiquait les mesures sanitaires. On faisait passer ce genre-là pour des complotistes. Il y en avait des complotistes. Moi, les complotistes, je me suis fait critiquer de ça. Des vrais complotistes, moi, c'est des weirdos, là. C'est même beau, là. Il n'y a pas peut-être de complot. La vie est cruelle, la vie est dure. On n'a pas besoin de complot pour ça. Ça existe, il y en a dans toutes les familles. Sauf que là, dès que tu critiquais, tu passais pour un complotiste. Il y avait une espèce d'unanimisme. Et ce que je dis par la bande, c'est que c'était à ce point prononcé que si le Québec ne change pas un peu, moi, je prétends que les sociétés, c'est comme les individus, ils restent ce qu'ils sont. Mais tu peux changer à la marge. Puis des fois, c'est ce qui fait la différence entre l'échec et le succès. Si le Québec ne change pas un peu à la marge puis continue à valoriser la sécurité comme ça, je ne vois pas comment le Québec pourrait être indépendant. Tu ne peux pas t'avoir dans la vie, là. Je veux dire, tu ne peux pas valoriser la sécurité. Moi, je parle, on va dire, des conquis les plus confortables de la planète. Si on est un peuple conquis, moi, je crois ça. La base de ma pensée politique, c'est que le Canada est basé sur la conquête de ce qu'on est. La nation de base, c'est le Québec. C'est nous autres, tout ça. Sauf qu'ils nous ont achetés, si je veux simplifier les choses, là. Donc, on est très, très, très confortable. Donc, mais pour la liberté, si tu as dit la liberté, je vais revenir à ta question, moi, elle est plus importante que jamais parce qu'elle est menacée. Puis pas juste au Québec. Au Québec, on a eu notre spécificité. Puis je tiens à le dire, moi, j'ai eu un désamour à l'égard du Québec, j'en suis revenu. Parce que le Québec, c'est une société, c'est un petit paradis quelque part, le Québec encore, malgré tout. Quand tu regardes, compares à ailleurs. Ah, c'est sûr, compares ailleurs, oui. Bon, puis il y a une gentillesse, il y a une humaine. Moi, ce que je tout le temps, c'est que ce qui me réconcilie avec le Québec, c'est quand je reviens à Dorval, la gentillesse des gens. Même les Québécois issus de l'immigration, moi, il y a quelque chose d'unique au Québec dans ce sens-là, au niveau des relations humaines, qui me touche profondément. Puis les autres pays ont leurs problèmes aussi. Il ne faut pas y dire. Mais moi, ce que je constate, c'est que partout, tu as la montée des régimes autoritaires. C'est de plus en plus évident. Je veux dire, la démocratie est en régression dans le monde, c'est évident. Tu as la culture de l'annulation, la cancel culture qui s'est immiscée, c'est fasciste, je trouve. Ça s'est immiscé au cœur des démocraties libérales. Par les universités. Pardon? Par les universités. Par les universités, c'est ça. Tu as l'idéologie sanitaire. Tu ne peux plus boire un verre de vin, c'est dangereux. Et la révolution numérique. C'est très liberticide, la révolution numérique. Évidemment, on pense à l'exemple de la Chine, entre autres, où on s'est mis à contrôler les gens. Le Shanghai, tu sais, la métropole rebelle Shanghai, 15-20 millions d'habitants, bon, ils ont contrôlé pendant des mois. Mais moi, l'exemple que je donne tout le temps, au Québec même, là, tout ce qu'on en est, nous autres, c'est que là, c'est rendu que là, tu veux entrer en contact avec une institution. Au début, c'était des grosses institutions comme Bell, Vidéotron, tout ça. Là, c'est devenu des institutions moins grosses. Là, tu prends ton téléphone. Avant que tu puisses parler à quelqu'un, tu es content quand tu parles à quelqu'un. Il faut que tu passes par où le système a décidé que tu passerais. Que tu pèses sur le bon bouton, que tu mettes le bon code, le bon mot de passe. Si tu t'es trompé dans le mot de passe, tu es stallé là tout seul, là, on passe tout par là. Tu as beau être riche, tu as beau avoir n'importe quoi. Et ça, là, tes espaces de liberté sont limités. Puis ça, moi, il y a de mes amis à qui je parlais de ça, puis ils disaient, ça, j'ai l'air de liberté. Tu dramatises pour rien. Puis quand je leur donnais cet exemple-là très concret, ils disaient, ouais, t'as raison. On est tous pognés avec ça. Tu me fascines quand tu dis ça, parce que, écoute, ça me touche un peu. Je travaille dans les services financiers tous les jours. Puis, une des raisons, tu sais, si j'ai vraiment à lister les raisons pourquoi les gens veulent faire affaire avec ma petite entreprise PME, on a 2 employés, 4 conseillers. La principale raison pourquoi les gens aiment faire affaire chez nous, c'est qu'on est vraiment facile à rejoindre, puis il n'y a pas de boîte vocale, il n'y a pas de... Tu me donneras ton numéro de téléphone. Mais tu vois, le genre, c'est que... Puis je pense que c'est un peu la même affaire, tu sais, comme... La révolution numérique amène son lot de problèmes en termes de sécurité. Les gouvernements veulent rentrer là-dedans. Ils voient la manne de protection qu'ils peuvent aller chercher et tout ça. Puis en même temps, il y a comme 2 mondes parallèles. Il y a ce monde-là où est-ce que les autorités prennent des drôles de direction, les grosses firmes prennent des drôles de direction.
Puis les plus petites boîtes, les petites PME, le petit podcast sur le web qui parle de politique 4 fois par semaine, on a un espace de liberté puis un espace de développement puis de croissance potentielle qui est gigantesque. Fait que c'est à la fois que, d'un côté, les grandes corporations, les grands gouvernements régressent sur cet aspect-là, que les petites PME, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on est capable de venir compétitionner des géants alors qu'on n'était pas capable avant. Fait qu'il y a comme une lueur d'espoir cachée au travers d'un pessimisme de ce côté-là. Je suis très content que tu dises ça parce que, dans le fond, il y a un potentiel, c'est vrai. Parce qu'on a vraiment besoin de contact humain. Désespérément. Parce que moi, je sais, c'est très concret, là, puis je sais que ça peut être anecdotique, là, mais il reste que Belle, à un moment donné, j'ai eu des moments où j'étais entré dans le désespoir. Puis là, tu réussis à parler à quelqu'un. Souvent, c'est des Marocains. Hein? Moi, j'adore le Marocain. Le Maroc, c'est ma deuxième patrie. Puis là, mais t'es tellement content de parler à quelqu'un parce que c'est pas une machine. Puis avec quelqu'un, tu peux moyenner un peu, sans avoir de passe droit, etc. Moi, l'autre élément, l'isolement, la pandémie, au-delà du débat sur la liberté, là, qui est important, c'est qu'on n'en est pas complètement revenu parce que les nouvelles habitudes, entre autres de télétravail, sont restées pour beaucoup de monde. Ouais. Moi, je fais le panel de Patrice Roy à RDI et puis depuis 1 an, j'ai décidé, toutes mes prestations médiatiques, je me déplace. Ouais. Je fais plus de FaceTime, je fais plus de téléphone, je veux voir du monde, je veux me faire maquiller, je veux voir la réceptionniste, je veux rencontrer des gens. Ben, le panel de Patrice Roy, il y a Michel David puis moi qui faisons ça. Tous les deux seuls? On est les deux seuls. Puis même les jeunes qui sont sont plus à l'aise avec la révolution numérique comme moi, si vous voulez, ce qu'ils notent, c'est l'isolement. Ouais. C'est que tu es tout seul dans tes affaires. Donc, le contact humain, je trouve que c'est aussi ça, c'est liberticide, l'isolement. Parce que tu es tout seul de ta gang. Oui. Écoute, tu me fais penser, un des mâles qu'on entend parler souvent puis qui est rattrapé au bon, par exemple, au Canada anglais par Jordan Peterson, c'est les jeunes hommes qui se sentent très isolés, qui se cherchent un peu, qui manquent de modèles dans la société. Puis on voit des Jordan Peterson donner des conférences, s'adresser très spécifiquement à cette clientèle-là, connaître un succès monstre en même temps. C'est pas quelque chose qu'on a encore vu beaucoup au Québec, faut l'avouer. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes hommes de ton côté? Y a-t-il quelque chose que tu as à analyser par rapport à ça? Ben moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les jeunes hommes qui ont le malheur d'être hétérosexuels, jeunes, parce que c'est devenu... non, mais c'est devenu, puis qui aiment le sexe, ça, c'est dangereux, hein? Non, faut que tu fasses... Non, puis moi, j'ai toujours... Je le dis dans le livre, pour moi, le Québec, c'est un matriarcat. Dans des places à Jeannette Bertrand, là, c'est un matriarcat. Et on peut même faire remonter ça à la conquête, ma fameuse conquête, où de façon symbolique, le mâle français a été vaincu, hein, quelque part. Quand j'étais jeune, moi, ceux qui parlaient bien français passaient pour des tapettes. Tu sais, là, tu parlais à la française, c'était ça. Donc ce que je trouve, et c'est une des séquelles du mouvement MeToo en définitive, c'est que la parole des hommes, on n'est pas intéressé à l'entendre. C'est la grosse faiblesse de MeToo. Là, je ne serais pas sur le fait que MeToo, il y avait un côté nécessaire, puis la violence à l'égard des femmes est condamnable, puis il y en avait, bon, je pourrais en parler pendant 20 minutes, là, mais tout le monde parle de ça 20 minutes. Dans mon livre, moi, je trouve, je n'ai pas aucun recul par rapport à mon livre, c'est mon bébé, donc je ne suis pas objectif, mais moi, ce que je trouve que, je trouve qu'il est nouveau, là, je dis que la grande faiblesse de MeToo, c'est que ça a trop dégénéré en monologue. Dont la parole des gars est exclue. C'est-à-dire que les bons vieux gars, culturellement, les gars parlent moins que les filles, comme tel. Ils ont compris, là, qu'ils vont se faire écœurer s'ils parlent. Pas qu'ils parlent pas. Ils se taisent. Ce qu'on entend dans les médias, c'est les hommes roses ou les apparentés. Hein, parce que dès que tu m'as parlé de masculinité toxique, est-ce que donc, et ça, c'est une lacune. Il faut entendre parler les gars. L'autre jour, j'entendais à Montréal, puis ça m'a frappé, j'ai envoyé un courriel là-dessus, Luc Fernandez, qui est au 98.5, qui est un gars pourtant à gauche, normalement. Et il s'est mis à parler, je ne veux pas te déformer. Toute rumeur, non, mais c'est vrai que tu vois que ça dépasse la gauche-droite, ça. Tu sais, ces étiquettes-là, là, à un moment donné, là, ça peut être très trompeur. Puis là, il s'est mis à dire... qu'il parlait des gestionnaires, des grandes gestionnaires, qui trouvaient qu'il y avait des femmes, là, qui avaient beaucoup de problèmes, des grandes gestionnaires de femmes qui n'étaient pas bonnes, puis qu'il y avait des... Moi, j'en suis pas revenu, qui ciblaient les femmes comme ça. Puis c'était pas con ce qu'il disait. En voulant dire, il essaie d'expliquer pourquoi. J'ai même envoyé un courriel. J'ai dit, écoute, là, j'ai trouvé ça courageux que tu dises ça, parce que, justement, il parlait. Parce qu'il a dû recevoir d'autres courriels aussi. Oui, mais il m'a dit, non, il dit, moi, je prétends, on peut pas prétendre que la moitié de l'humanité, c'est des scènes, puis des exemples, puis des modèles. Hein? Parce que, mais là, je pense qu'il va peut-être avoir un retour du balancier, mais pour répondre à ta question sur les jeunes hommes au Québec, moi, je crois que c'est vraiment les oubliés, hein.
C'est vrai que je trouve que ça doit être difficile pour un gars au Québec. Ils doivent s'adapter, là, mais tu sais, un gars qui est gars, là, puis les valeurs, on est dans une période où les valeurs culturellement masculines sont très, très dévalorisées. Oui. Hein? Donc, on a l'impression parfois que tous les gars sont potentiellement des agresseurs. Ça va très loin, c'est exagéré. Et c'est pas mieux d'aller dans un... Mettons que tu as une situation inadmissible. Si tu vas à l'autre extrême, là, ça veut dire que tu n'as pas réglé le problème. Non. Et je pense que c'est un peu ça. Il y a un nouveau sexisme anti-homme qui s'est développé, qui n'est pas mieux que le sexisme anti-femme. Et dans le livre, j'applique même ça au catholicisme. Le Canada français d'avant 1960 était trop catholique, mais à un moment donné, il y a une espèce d'anticléricalisme du Québec moderne qui est devenu exagéré dans l'autre sens. En plus, c'est drôle parce que dans ton livre, tu reprends un texte que tu as écrit il y a plusieurs années sur Pâques. Que j'ai remis sur ma page Facebook, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. J'étais sûr que ce texte-là, si on cache la date, je dis, il a été écrit après la sortie de Poilievre sur le Joyeuse Pâques, là, où là, tout le monde était scandalisé d'apprendre que, oh, ouais, Pâques, c'est une fête chrétienne, ça, c'est pas juste pour manger du chocolat, c'est, oui, la résurrection. Et t'en parles de ça, à quel point on est même zombie avec notre propre culture, finalement. Là, que toutes ces fêtes-là, ce sont des fêtes chrétiennes qui ont fondé le Canada, Canadiens-Français, qui sont au cœur de nos rituels, de notre manière d'être. Et puis le plus drôle dans tout ça, moi, ce qui me sidère toujours, ce sont les nationalistes québécois, souverainistes, qui, en même temps, se font le défenseur du Canada français et du Québec, mais ils trouvent toujours le moyen un peu de mépriser toutes ces fêtes-là parce que, bon, c'est la vieille mentalité de la gauche laïcarde des années 70. C'est drôle parce que tu fais référence à la déclaration de Pierre Poilievre, là, oui. Très sentie là, sur Pâques. On en a parlé au panel de Patrice Roy où j'étais là. Et puis, à un moment donné, je trouve un des participants, de façon très candide, il dit ça, c'était pas pour le Québec, cette déclaration-là, parce qu'au Québec, ça fait quand même un peu bizarre. Mais moi, j'ai pensé, je n'ai pas pu intervenir trop parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là-dessus. Moi, je suis pas sûr que ça touche pas du tout les Québécois. C'est qu'il y a quelque chose de silencieux. Je trouve qu'un Québec... D'ailleurs, la pandémie a révélé ça. C'est qu'un vieux Québec canadien-français qui est revenu durant la pandémie. Les grandes conférences de presse télévisées quotidiennes de Legault avec son vicaire Arruda, c'était difficile de ne pas penser à la messe le dimanche à l'époque. Au point même qu'on peut se demander si la Révolution tranquille, ça n'avait pas été une longue parenthèse progressiste. Puis moi, il faut dire que moi, je défends ma cause, parce que moi, je crois qu'on a besoin de conservatisme. Puis la diabolisation très exagérée du Québec d'avant 1960, le fait que le conservatisme a été dévalorisé. Fait que là, on est dans une culture qui se veut juste progressiste. Ça me fait réaliser l'émission de Marie-Louise Astroda à laquelle j'ai participé. Il y a un participant là, qui a émis un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Je pense que c'est Nicolas Titley qui avait dit, en lisant le livre Christian Dufour, puis il disait ça de façon très, très naïve, quelque part. Il dit, on a l'impression que vous pensez qu'on peut être trop ouvert des fois. Ouais. Puis moi, j'ai dit, bien sûr qu'on peut être trop ouvert. C'est évident. Tu es très ouvert à la sexualité, mais tu ne couches pas avec des enfants de 12 ans. Là. Je veux dire, il y a un tas d'exemples qui peuvent se... Et moi, ce que je prétends, une des faiblesses du Québec, c'est qu'on a beaucoup trop renié le Canada français d'avant 1960. C'était honteux. Tu sais, entre l'échec de la rébellion des Patriotes en 1837, 1838, puis 1900, ces 120 ans-là, c'était pas juste des colons réactionnaires. Il y avait des gens valeureux, ils ont laissé des beaux édifices, on a hérité d'eux. Et moi, je prétends que pourquoi... Notre propre région a été développée dans cette époque-là. C'était des gens valeureux qui ont défriché moi, je dis, pour qui le Québec, la Révolution tranquille, s'est-il pris pour cracher à ce point-là sur ce qu'il y avait avant? Et moi, je prétends que c'est pour ça que la souveraineté n'a pas marché. Parce que les élites, il y a une trop grande partie des élites politiques et intellectuelles qui ont décollé, qui se sont éloignées du peuple. C'est qu'ils ont oublié que le Québec était resté plus canadien qu'ils voulaient bien le voir. Le monde ordinaire, là, était plus... Donc, ça faisait que le projet souverainiste manquait d'assises historiques. Puis c'est très français, ça. Moi, dans le livre, je le dis, les Français sont de même aussi. On dirait que quand tu as une société de type français, tu fais des révolutions, plus ou moins tranquilles, mais tu as tendance à couper exagérément avec le passé, puis tu t'affaiblis. Parlant de la France, j'ai un malaise à ce qui se passe aujourd'hui parce que Gabriel Attal vient, justement, puis évidemment, tout le monde... On a l'impression de voir plusieurs politicien en pamoison devant un politicien français qui débarque ici. Puis là, je suis là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il dit à peu près rien. Il parle bien, mais je veux dire, il dit rien. Il parle. Mais on dirait un monarque qui va dans ses colonies. Là. Exact. Puis là, t'es là, tu dis, voyons, puis les souverainistes, puis même les caquistes qui sont borderline souverainistes, puis
Et là, tu dis, voyons, vous n'êtes pas toujours en train de nous traiter de colonisés quand nous, les fédéralistes, un peu, on n'est pas gentils. Là. C'est la France. La France. C'est la France. Non, mais c'est sûr qu'il reste ça. C'est pas une approche un peu colonisée. Ben, évidemment, non, c'est sûr. C'est évident que... Non, mais c'est parce que la France, tu sais, moi, je peux être très critique parce que je comprends ce que tu veux dire, parce que je trouve que les Français... ce qui me frappe avec moi, ils parlent beaucoup, mais ils parlent bien. Ça, il faut admettre qu'ils parlent mieux que nous autres en général, puis ils parlent plus c'est un beau parlant. Puis c'est vrai qu'il y a un reste de colonialisme. Mais moi, je suis un peu indulgent à cet égard-là, là, parce que je me dis, je suis ça moins pire que d'être colonisé à l'égard des Anglais, mais c'est très juste ce que tu dis là, c'est que c'est un Français, puis c'est le premier ministre de la France. Tu sens comme c'est la mère patrie, la maison mère. Là, c'est comme... mais il est élégant, puis il parle bien. Puis, mais tu parles de quelque chose dans ton livre, puis tu l'as effleuré tantôt, tu disais, tu sais, les hommes se sont tenus loin, ont maintenu un grand silence dans tout ce qui s'est passé avec MeToo, parce qu'il y a un peu cette mentalité-là maintenant, puis on pourrait l'étendre à presque tous les sujets, que si tu n'es pas directement concerné par quelque chose, tu ne devrais pas avoir le droit de parler. Et tu en parles même dans ton livre, à un moment donné, tu dis, je voulais pas trop parler de ça, tu sais, la théorie du genre, puis tout ça. Et c'est un de tes amis qui te dit, ouais, mais Christian, en tant que gay, tu as comme le droit de parler. Là, c'est Bruno Genet, mon grand ami des médias. Ça va être mieux vu, tu sais. Mais ça, à quelque part, c'est pas normal que, puis même depuis le début du podcast, tu as dit certaines choses, tu as employé certains mots que moi, je peux pas utiliser. C'est vrai. C'est vrai, bon, je tapette. Moi, je pense que moi, je suis gay moi-même, que je peux dire ça. Ben, c'est ça, mais est-ce que tu trouves ça normal dans une société évoluée que si t'es pas une femme, tu peux pas parler d'avortement, si t'es pas un homosexuel, tu peux pas parler de mouvement, tu sais, de théorie du genre, si t'es pas, si t'es pas, parce que t'appartiens pas à une minorité visible, tu peux pas parler de racisme, alors que normalement, dans une humanité évoluée, l'universalisme, c'est ça, là, c'est que les humains, on est égaux, on peut s'exprimer sur tous les sujets. Ouais, c'est profondément inquiétant parce qu'on a le droit de le faire. Hein. Bon, dans une démocratie libérale, tu as une liberté de parole très prononcée, sauf l'incitation à la haine ou la diffamation totale. Mais dans les faits, on a de moins en moins la possibilité de le faire parce que tu risques, de te faire annuler en 3 jours, tu risques de te faire détruire. C'est qu'avant, quand tu avais une certaine notoriété, tu peux te prendre pour un autre, dire je suis au-dessus. Aujourd'hui, tu deviens une cible. Puis que quand tu as accès aux médias, il y a beaucoup d'autocensure. Moi, je prétends qu'on peut encore parler, mais c'est vrai qu'il y a certaines limites. Je ne le nierai pas. Un exemple qu'on a vu, Guillaume le Métis-Vierge, le dérapage qu'il a fait récemment. Moi, j'étais très ambivalent parce que quelque part, je me dis, il n'est vraiment pas intelligent là, d'avoir fait ça. C'est vraiment courir après le problème. En même temps, ce qu'il a dit, c'était pas bien grave, mais tu peux plus dire ça. C'est que quand tu es dans les médias, quand tu as une personnalité... Donc, moi, évidemment, je suis allé plus loin que j'aurais voulu aller parce que Bruno me dit, moi, je voulais parler des vieux puis des gays. Je dis, moi, c'est ce que je connais, je suis vieux puis je suis gay. Puis là, Bruno... non, mais c'est vrai. Mais Bruno me dit non. Il dit, Bruno, c'est un hétérosexuel, il n'est pas du tout gay, tout ça, puis il est plus jeune que moi. Puis il dit, toi, tu peux parler, ta carrière est faite. Tu as fait un coming out très tôt comme gay, parce que moi, une de mes fiertés là-dedans, l'émission je ne suis pas juste conservateur, j'étais un des 2 animateurs et producteurs de la première émission de radio gay à Québec, d'ailleurs, en français dans le monde, en 1980-81. Donc, là, je dis, je vais parler. Parce que j'ai une position, ma carrière est faite, je risque moins que d'autres personnes. Mais moi, je trouve d'ailleurs, ça affaiblit le mouvement MeToo. Pour le mouvement MeToo, ceux qui croient réellement à l'égalité des sexes, il faut attendre la parole des hommes. Des gens comme Ferrandez qui disaient que c'était assez anodin, mais il faut être capable de parler de ce genre de choses. Une chose que je trouve choquant dans ce type de débat-là, puis je pense que le mouvement MeToo, c'est vraiment frappant. À la base de tout ce problème-là, pourquoi on est rendu avec des tribunaux populaires? La réponse est simple. Notre système de justice, il est défait. Ça va pas bien dans le système de justice. Les gens ne se sentent pas écoutés par les policiers. Les gens ne sentent pas que le système va assez vite. Les gens ne sentent pas que les sanctions sont assez sévères. Donc, on sort le goudron et les plumes avec le tribunal populaire qui est mis en place. Et ça, dans ma tête, c'est le vrai sujet. Mais quand on parle de MeToo, personne ne parle de ça. Oui, c'est vrai que ça joue. Cela dit, c'est vrai que les sanctions donnent l'impression à un moment donné qu'il n'y a plus vraiment de justice efficace. Cela dit, moi, je ne veux pas jouer à l'expert dans ce domaine-là, mais on m'avait dit que ça s'était quand même pas mal amélioré en ce qui a trait au traitement des plaintes des femmes là, qui sont victimes d'agression.
qu'il y avait encore des clichés, des préjugés, mais que c'était plus comme c'était avant. Parce qu'on va toujours entendre les mêmes statistiques pour justifier la justice populaire. On va dire, ah oui, mais vous savez, il y a juste, je sais pas trop, moi, 2% des plaintes qui sont menées à terme, puis qu'il n'y a pas vraiment de sanctions. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus de présomption d'innocence. Ça n'existe plus, la présomption d'innocence. C'est pour ça, pour répondre à ta question tantôt, quand tu dis on peut plus dire grand-chose, parce que les gens, il y a l'espèce d'instinct de survie, là. Tu sais bien qu'il suffit qu'on t'accuse. Il suffit qu'on t'accuse, puis que ce soit sur Internet, n'importe quoi. Mais moi, je me souviens, j'avais compris ça, moi, d'une façon très anecdotique, là, quand j'avais commencé à être un peu plus connu. Puis je n'étais pas reconnu par tout, mais à un moment donné, j'étais Jean Coutu. Puis là, j'avais eu un conflit avec une vendeuse, n'importe quoi. Puis là, j'avais commencé à m'énerver un peu. Puis là, tout d'un coup, j'avais vu, il y avait 3-4 personnes autour de moi avec les téléphones. Puis là, j'avais dit, hey, calme-toi. Tu pensais qu'ils te filmaient? Ouais. Et là, ils vont te filmer, mais ils vont mettre ça. Tu sais, le politicologue Christian Dufour perd les pédales. Ouais, tu t'imaginais avec le prochain Claude Dubois, là, dans le temps de la. Non, mais c'est rendu. Non, mais aujourd'hui, c'est rendu comme ça. Je veux dire, prends par exemple, quelqu'un me disait, bon, ils vont dans les sociétés là, pour acheter du pot, tout ça. Là, puis tu veux venir? J'ai dit, moi, je peux pas aller là. Parce que tu me vois-tu, moi, j'achète du pot, puis quelqu'un me filme. Ils vont dire, on comprend pourquoi Dufour, ses analyses sont un peu capotées, hein, parce que. Non, mais c'est rendu de même, la société. Donc, tu as la liberté, pour répondre à ta question, tu as la liberté théorique officielle, mais c'est vrai que de facto, c'est dans le terme de mon livre, les espaces de liberté se rétrécissent. C'est ça qui est inquiétant. Donc, la liberté, elle est objectivement menacée partout dans le monde. Puis moi, j'y crois beaucoup. La liberté, c'est une grande valeur de civilisation. C'est pour ça que ça m'a choqué au Québec. Quand ils riaient, liberté. Ils sont bien pas lucides, les gens supposément de gauche. Les universitaires se sont tus. Ils n'ont pas dit un mot, les universitaires, pendant 2 ans. C'est une grande valeur de civilisation. C'est en régression. Moi, j'y tiens, la liberté. Je veux dire, une vie sans liberté, ça vaut pas beaucoup la peine d'être vécu, je trouve. Puis, justement, par rapport au mouvement souverainiste, je sais pas comment c'était à l'époque. Je suis né en 84, fait que j'ai pas connu 80, puis 95, j'avais 11 ans, ainsi de suite. Mais le mouvement souverainiste que j'ai toujours connu, c'est un mouvement souverainiste où est-ce que l'individu n'est pas important. Moi, dans ma tête, tu peux pas me parler de liberté pour le peuple québécois si tu parles pas de la liberté des Québécois. J'ai souvent l'impression, quand on parle de souveraineté en 2024, c'est qu'on veut enlever des pouvoirs au fédéral pour les donner au provincial, puis Dieu seul sait ce que le provincial va en faire. À un moment donné, t'es là, tu te dis, ouais, mais avez-vous vu ça aller? Présentement, le gouvernement rentre dans nos vies partout, tout le temps, de toutes les façons. Augmentation de la réglementation, augmentation de la taxation, augmentation de l'imposition. Il y a des règlements partout. Le pire palier gouvernemental est rendu le municipal. Ils sont rendus qu'il fouillent dans nos poubelles. Ben là, t'es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec les Québécois? Je veux dire, je comprends que De Gaulle dit « Vive le Québec libre », mais c'est quand est-ce qu'on va dire « Vive le Québécois libre » là? Ouais, surtout que le Québec, c'est une société qui, il n'y a pas si longtemps, était exceptionnellement permissive. Ben oui. Où la liberté est très, très importante. La pandémie a fait ressortir une obsession pour la sécurité. C'est drôle ce que tu dis là, parce que j'en ai parlé hier, moi, avec Nathalie Normando, parce que Jacques Létourneau n'était pas là. Puis j'ai dit, on pourrait-tu parler de ça, de la déresponsabilisation de plus en plus systématique des gens au Québec? Dès qu'il y a un problème, puis la vie est faite de problèmes, on le sait. Hein, bon. Dès qu'il y a un problème, le réflexe, c'est de dire, ou c'est de la faute de l'État, ou il faut que l'État intervienne. Puis il faut que l'État dépense. Avec les limitations de liberté qui en découlent forcément. De plus en plus en plus. Et ça, c'est très inquiétant. C'est que jusqu'où ça... Parce que moi, je défends beaucoup la liberté dans mon livre, mais moi, je ne suis pas un libertarien. Je n'ai rien contre les libertariens, puis je suis content qu'ils existent, mais moi, la différence, moi, je valorise beaucoup la mesure, la modération, l'équilibre. Je trouve que tu vas avoir une liberté, il faut que tu sois responsable, il faut que tu te tiennes debout. Or, il y a une espèce d'irresponsabilisation de plus en plus systématique au Québec. Il n'y a personne qui est responsable de rien. Puis c'est toujours la faute des autres. Puis, à un moment donné, j'ai une chronique qui s'appelle « C'est de la faute au gouvernement ». Surtout qu'on parle toujours d'incidents personnels émouvants. Tu sais, en fait, c'est dur au moment tu vas avoir des enfants battus ou des femmes battues ou n'importe quoi. On se rappelle la loi Anastasia, par exemple. Exactement. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est dur de débattre. Tout à fait. Parce que à ce moment... Prends un exemple. Moi, j'ai eu l'autre jour une discussion sur les portes comment c'était, à 900 000 $. Tu sais, il y avait un débat là, sur les maisons pour femmes battues. Et puis là, la ministre avait dit,
du logement avait dit que c'était pas normal une porte à 900 000 $. Et moi j'ai eu l'air très stupide parce que moi, dans un premier temps, je pensais que c'était vraiment des portes. Une porte. Ouais, là, elles sont vraiment chères. Non, mais je disais, mais là, c'est quand même incroyable qu'on soit rendu là. Puis je l'ai réalisé juste un quart d'heure avant qu'on fasse notre analyse. Puis là, j'ai réalisé que c'était pas une porte, c'était un appartement. Mais sérieusement, je trouvais que c'était très délicat de parler de ça. J'en ai parlé. J'ai dit, ben là, une question de gros bon sens, 900 000 $, c'est exagéré. Mais les gens disent, oui, mais c'est des femmes battues. Donc, c'est surtout qu'au Québec, le Québec se veut. Et c'est là que le conservatisme, dont on parlait tantôt, est important. C'est quand tu es juste compatissant, quand tu es juste progressiste, on dit que tu es comme une poule pas de terre. Il faut qu'il y ait une limite, il faut que tu aies un frein. Et c'est ce qui manque dans le Québec moderne. Moi, j'en appelle à c'est sûr que on paye le prix. On a trop renié le vieux Québec canadien-français. Tu sais, le réflexe du commentateur qui était de bonne foi quand même à l'égard de la déclaration de Poilievre sur Pâques, on va dire, c'est vraiment pas pour le Québec, ça. Hein? Ça se ramène... Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je trouve que je suis convaincu, moi, qu'il y a un Québec silencieux, où les gens, sans être religieux nécessairement, ça les touche quelque part. Parce qu'ils ont des souvenirs, puis c'est sur Pâques. Oui, absolument. Hein? Mais comme Noël, comme... Ben, en fait, ça a pointé aussi du doigt quelque chose qui revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les politiciens souhaitent bonne fête, que ce soit Hanouka, le Ramadan, le Nouvel An chinois, tout ça, et ça crée jamais vraiment de scandale. En fait, tout le monde s'en fout un peu. Bon, OK, aujourd'hui, Trudeau souhaitait bonne journée internationale des aveugles. Tu sais, il y en a chaque jour des choses comme ça. Chaque fois que ça crée un scandale, c'est toujours pour des fêtes chrétiennes associées au Canada français, notamment. Ben, c'est pour ça que la déclaration de Poilievre est intéressante. Parce qu'elle est plus loin qu'ils vont d'habitude. Moi, j'ai senti qu'il était chrétien quelque part. Je ne sais pas trop. En tout cas, je trouve qu'il est allé pas mal plus loin. Mais ça, c'est le côté... Il y a le Québec, c'est vrai. Québec issu de la Révolution tranquille, ou qui se veut résolument progressiste, laïque, société modèle, puis qui a renié ce qu'il y avait avant. Puis c'est coupé les bons. Mais aussi au Canada, parce que c'est un problème canadien, c'est que le multiculturalisme délirant ne reconnaît pas de société d'accueil. Les migrants qui arrivent depuis 15 jours, tu le mets sur le même pied que celui là, dont les ancêtres sont là depuis 300 ans. Tu sais, la ministre fédérale là, qui avait parlé de nos frères talibans, c'était bon. Mais les exemples sont multiples. Les exemples sont multiples. La semaine passée encore, Valérie Plante nous disait que les Écossais avaient fondé Montréal. Ben, c'est ça. J'ai aucun problème avec les... C'est pas... ce que je dis, c'est pas contre les Écossais, là, mais c'est juste que c'est une contre-vérité. T'as raison. Mais prends, par exemple, les Canadiens d'origine sikh qui font campagne pour la partition de l'Inde. Il n'y a pas de messages d'intégration qui sont envoyés. Les exemples sont multiples, les Chinois, etc. Donc, c'est clair que... Moi, si j'essaie d'être positif, je trouve que ça ne peut pas aller plus loin. Je vais devoir Poilievre, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il prenne le pouvoir. Jusqu'à présent, il ne s'est pas aventuré sur le territoire identitaire, puis ce genre de choses-là. Il est beaucoup dans l'économie, l'inflation, parce qu'il fait attention. Moi, j'ai l'impression que, en même temps, à Ottawa, un autre exemple, la politique d'immigration fédérale est littéralement délirante. Mais là, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens à Ottawa qui commencent à en prendre conscience un peu, parce que ça cause un tas de problèmes, y compris économiques, là, sur le logement, etc. Il n'y a pas de limite. Moi, c'est ça ma thème, ce que je dis. C'est qu'il faut qu'il y ait des limites. Tu sais, dans la vie, il faut que tu aies des limites, des normes. Un exemple anecdotique, on a le temps d'en parler, moi, qui m'a frappé il y a longtemps. Il avait fait une expérience aux États-Unis, toujours aux États-Unis qui font ce genre d'expérience-là. Une cour d'école, dans une école primaire, il avait décidé, en accord avec les valeurs à la mode de liberté, tout ça, de ne pas clôturer la cour d'école. Fait que les enfants pouvaient jouer ce qu'ils voulaient. Bon. Et là, il avait noté que les enfants avaient tendance à jouer pas loin de la porte de la cour d'école. Parce que des fois, s'il arrivait quelque chose, ils pouvaient rentrer dans l'école pour se protéger. Hein? Donc, ensuite, ils ont fait la même expérience en mettant une clôture. Puis là, ils ont réalisé que les enfants jouaient sur tout le terrain. Puis il y en avait même quelques petits délinquants qui sautaient la clôture. Donc, ce qui veut dire que... Mais je sais que ça peut avoir l'air un peu anecdotique, mais moi, je crois à ça. Les limites nous amènent à nous dépasser et à occuper un territoire plus grand. Donc, il faut qu'il y ait des limites. Et le problème, je trouve, de la culture politique canadienne et québécoise, là-dessus, le Québec et le Canada se ressentent. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de normes. Tu es juste ouvert. Comme avait dit candidement c'est Nicolas Sisley, je ne pense pas déformer ce qu'il avait dit, puis je l'avais trouvé sympathique. Christian laisse entendre qu'on peut être trop ouvert. Mais c'était comme un peu, il découvrait ça.
Mais tu sais, la liberté, c'est comme un muscle, en fait. C'est quand on l'exerce qu'on sait quoi faire de notre liberté. Mais les gens pensent souvent la liberté, c'est je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux. C'est pas l'anarchie. La liberté, c'est aussi la responsabilité. Savoir s'auto-limiter soi-même. Exactement, c'est la responsabilité qui va avec. Et je pense que pendant la pandémie, ce qui a écœuré beaucoup de gens qui étaient capables de se servir intelligemment de leur liberté, c'était qu'ils se disaient ouais, mais je le sais quand est-ce pas faire ça. Si je vais voir ma grand-mère de 90 ans, je le sais qu'il faut pas que je me proche trop proche, ou je sais que je vais attendre un peu, ou je sais que je vais me tester avant. Tu sais, les gens, je pense, qui sont rationnels, qui sont habitués d'utiliser leur libre arbitre, beaucoup étaient insultés de se faire materner de la sorte. Oui. Avec des règles, des obligations. Et quand tu dis on n'est pas sorti de ça, j'ai l'impression qu'on le voit encore. Là, le dernier délire collectif a été l'éclipse. Là, attention, les rétines vont vous fondre. Faites attention, regardez pas le soleil. Tu sais, je veux dire, les gens sont quand même pas des abrutis. On dirait qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est un muscle, puis à force de ne pas l'utiliser, on vient qu'être plus capable de s'en servir. Et comme on n'est plus capable de s'en servir, on demande aux autres de penser à notre place, nous dire quoi faire, nous dire, tu sais, rendu que tu as besoin que... J'écoutais des gens d'école disaient ouais, mais là, c'est pas de notre faute, le ministre n'était pas assez clair, mais vous avez besoin que le ministre vous dise de ne pas regarder le soleil ou. C'est ça le danger, c'est que la déresponsabilisation, c'est tentant. Moi, je me souviens, j'avais travaillé il y a très longtemps sur les réformes de l'administration publique, à partir de la réforme Thatcher en Grande-Bretagne, qui était très basée sur le fait qu'on voulait que les fonctionnaires aient une marge de manœuvre, soient responsables de ce qu'ils faisaient. Mais là, à un moment donné, il avait réalisé que ça, c'est un peu l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. Qu'il y avait une partie des gens qui ne voulaient pas être responsables. Ouais. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a tant de monde que ça qui tiennent à la liberté? Je sais que c'est une question pas politiquement correcte. C'est que c'est confortable aussi à être soumis. Je ne sais pas si tu comprends. Mais sauf que je pense qu'ici au Québec, on la prend pour acquise, la liberté, parce que on en jouit tellement. On est tellement... Moi, c'est ça le paradoxe qui me fascine. L'angoisse identitaire, on peut critiquer, mais le côté petit paradis, c'est ça qui me frappe aussi. C'est comparons-nous avec ailleurs. Puis dans mon livre... La liberté qu'on a puis qu'on jouit vient beaucoup des standards qui ont été établis par notre Empire britannique, par les Français également avec leur révolution de leur côté. On méprise malheureusement comment ça a été difficile de construire ce monde démocratique-là, ce monde libéral-là qui nous a permis d'avoir autant de croissance, d'avoir autant de richesse. Je veux dire, un pauvre au Québec aujourd'hui, c'est un roi médiéval. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, malheureusement. Mais c'est fragile. C'est fragile. L'équilibre pour maintenir cette liberté-là est extrêmement fragile parce que la tendance autoritaire chez les hommes, chez les politiciens qui obtiennent le pouvoir, est très forte en dedans d'eux. Oui, bien, c'est juste ce que tu dis là, que c'est fragile. Surtout qu'il y a une modération canadienne et québécoise qui est moins là qu'avant. Avant, Brian Mulroney, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, que j'aimais beaucoup, je trouve que c'était un personnage qui était très attachant. Il dirigeait un parti dont j'adorais le nom, qui s'appelait le Parti progressiste conservateur. Ça fait un peu schizophrène comme nom. mais sauf que moi, j'aime ça, là, parce que aujourd'hui, c'est plus polarisé. Hein. Poilievre est plus à droite, puis Trudeau est beaucoup plus à gauche avec le NPD, tout ça. Donc, il y a une espèce de perte de modération et d'équilibre. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Jusqu'à présent, on a été très protégés au Québec. On n'a jamais connu la guerre ici. Au pire, on envoyait des soldats ailleurs. Bon, dans le livre, quand j'ai une section sur le monde en tourmente, et moi, je crains, je suis peut-être mélodramatique, mais moi, je crains une grande, grande guerre. Parce qu'il me semble qu'il y a une mutation de l'humanité. Quand j'étais jeune, moi, dans les années 60, il y avait l'Amérique du Nord qui s'en sortait. On était tout contents d'avoir le deuxième niveau de vie le plus élevé au monde, au Canada. Puis il y avait l'Europe de l'Ouest. Tout le reste de la planète faisait bien pitié. Le Japon, ça commençait à évoluer, puis, mais c'était des produits de piètre qualité. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, il y a un tas de pays là, qui ont décollé, et puis partout. Moi, je suis ça, c'est fascinant intellectuellement. Là, je veux dire, en Afrique, il y a des journalistes africains qui m'appellent des fois en France. Bon, sauf que moi, je vois une restructuration de l'humanité où il n'y a plus de gendarmes américains. C'est très multipolaire, c'est très inflammable. Et je trouve que si le passé garant de l'avenir, ça passe par des grandes guerres, ces affaires-là. Puis ensuite, ça va se replacer. Donc, moi, j'ai peur qu'il y ait une guerre que personne ne va vouloir, en fait. Ça peut être un incident quelconque, là, puis qu'avec la révolution numérique... Tu sais, la révolution numérique, c'est magique.
mais appliquez ça à une guerre. Appliquez ça à une guerre. Moi, ça me fait penser... J'avais lu un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, de Margaret Macmillan, que j'avais trouvé génial, avant la Première Guerre mondiale. Elle avait étudié 1905-1910. Elle disait, à l'époque, les gens étaient très optimistes parce qu'ils découvraient les merveilles de la science, le Titanic avant qu'il coule, ce genre d'affaires-là. Puis il disait, il y a de plus en plus de commerce entre les nations européennes, puis la guerre, ça sera plus comme c'était. Puis quand il y a eu des questions de guerre, il y avait l'impression que la Première Guerre mondiale, ça durait un mois. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les mêmes merveilles de la science qui célébraient appliquer une guerre, ça en ferait quelque chose de très différent. Moi, c'est ça dont j'ai peur actuellement. Moi, j'ai peur que la révolution numérique, je ne parle même pas du nucléaire. Le nucléaire reste là, puis ça pourrait arriver que ça dérape là-dessus. Mais juste les merveilles de la révolution numérique, on a la tablette, on paye sur 2-3 pitons, puis on a accès à tout. Appliquer ça à une guerre, puis là, on ne sera pas protégé. Le Québec et le Canada. Parce que jusqu'à présent, la géographie nous a protégés. On est au nord de l'Amérique du Nord. On n'a jamais eu de guerre. Tu sais, dans ce sens-là, on est vraiment gâtés. Je suis content de ne pas être Europe. Je suis content de ne pas être européen. Je suis content de ne pas être juif aussi avec ce qui se passe à Gaza, etc. Mais moi, là, c'est mon côté mélodramatique. J'espère me tromper. Mais moi, je crains ça, moi. Puis que ça arrive, qui me disait, ça va-tu être de la faute de Poutine? Moi, j'ai l'impression, c'est comme quand dans une forêt, il fait sec, là, à un moment donné, ça peut être une allumette. On oublie que la Première Guerre mondiale, c'est une niaiserie. C'est ça, Sarajevo, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que tu as dit que le Québec, c'est ça le paradoxe. Moi, et c'est pour ça que je peux être très critique des Québécois parce que je dis à mon frère des fois, parce que mon frère, il est chialé. Puis je dis, non, j'arrête, donc je compare-toi avec ailleurs. Il dit, non, c'est pas ailleurs qui nous intéresse, c'est ici. Bon, mais tu comprends-tu, tu te dis là, c'est bien beau. Pourtant, il y a une grande culture militaire, puis etc. Mais il reste qu'on est quand même les conquis les plus confortables de la planète. Écoute, pour les auditeurs, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y en a encore plus que ça dans le livre. Évidemment, je pense qu'on aurait pu faire un minimum 2 heures pour couvrir la majorité des sujets. Donc, Christian Dufault, Plus que jamais la liberté, une série de textes à la fois inédits et des chroniques choisies, donc disponibles un peu partout. Merci, Christian. Un immense merci de m'avoir reçu. Moi, j'ai adoré ça. J'espère que ça va intéresser vos auditeurs. Excellent, merci beaucoup.